Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On est toujours avec Éric Nolot, Nathan Dever, Jean-Sébastien Ferjou et Eugénie Bastier du Figaro. On accueille un autre journaliste, Erwan Seznec. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste au Point. Vous publiez ce livre d'entretien avec Virginie Gauthier qui s'appelle « Mon fils n'est pas un assassin », l'affaire Adama Traoré, la contre-enquête aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous ce soir. Dans ce livre qui paraît aujourd'hui, Virginie Gauthier donc, est la mère de l'un des 3 gendarmes impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré, décédé en 2016, je le rappelle, après son arrestation à Beaumont-sur-Oise. Elle rompt le silence pour expliquer son ressenti sur cette affaire. Le livre sort alors que le dossier, je le précise encore, n'est pas bouclé, que la famille Traoré et les 3 gendarmes attendent les résultats d'une 10e expertise médicale sur les causes de la mort d'Adama Traoré. On va écouter, si vous le voulez bien, Virginie Gauthier. Elle explique pourquoi elle sort de son silence, pourquoi elle se bat pour dire que son fils n'est pas un assassin. Témoignage ce matin chez Pascal Praud. C'est très long et ça continue. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une réponse de la justice, ça continuera à être très long et très douloureux. L'espace médiatique qui a été offert à Assa Traoré et au comité Adama, c'était pas un espace, c'était un boulevard, c'était énorme. Et en face, il y avait le silence. Il y avait le silence. Et c'est vrai que toute seule, chez moi, j'avais l'impression de prendre des coups à chaque fois. C'est-à-dire que lire que mon fils était un assassin et qu'en plus il avait prémédité et que c'était par vengeance, il avait assouvi une vengeance. J'avoue que c'était très 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 dur. Je ne sais pas si la justice a peur. Je ne dirais pas comme ça. Je pense qu'elle est prudente et qu'elle a des pressions effectivement médiatiques très 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 fortes. On l'a vu encore la semaine dernière, puisque Maître Bouzrou essaie de discréditer la juge d'instruction en disant qu'elle est partiale. Donc je trouve ça énorme et que ça continue. Autrement dit, s'il obtient gain de cause, c'est-à-dire qu'on va la dessaisir, il va falloir renommer un juge et il va encore perdre des mois. Mais on dira que la justice est lente et que c'est de la cause des gendarmes. Voilà pour le témoignage de Virginie Gauthier ce matin chez Pascal Praud. Erwan Seznec, elle décide de prendre la parole au bout de 6 ans. Les gendarmes qui sont mis en cause dans l'affaire ne peuvent pas prendre la parole. C'est une affaire grave, il y a eu la mort d'un homme. Pourquoi est-ce qu'elle décide maintenant de parler ? Pour rétablir la balance, on a entendu un seul son de cloche et surtout on a eu des gens maltraités parce qu'ils sont déshumanisés en fait. Les journalistes ou les militants qui tapent sur la gendarmerie et la police dans cette affaire ont l'impression de s'attaquer à un Moloch administrativo-étatique. Ils oublient que derrière, il y a des gens comme Virginie dont la vie a été ruinée. Elle l'a raconté ce matin, elle a fait une dépression, elle a failli y rester. La vie de son fils est également très très malmenée. Donc c'est pas désincarné. Il y a des victimes derrière tout ça. Les gens qui pensent se battre pour le beau, le juste, le bon, en défendant Adama Traoré, oublient un peu ça, trop facilement. C'est pour ça qu'elle parle. Et il y a aussi une victime qui s'appelle Adama Traoré. Bien sûr. Elle comprend la douleur de la famille aussi. Et il y a de l'humanité, évidemment, de la compassion. Bien sûr, elle a elle-même des enfants, évidemment. Elle est tout à fait sensible à ça. Elle a manifesté à la mémoire de George Floyd à Nantes, parce qu'elle a également été militante antiraciste dans sa jeunesse. Donc évidemment, Adama Traoré est mort, paix à son âme, mais je veux dire, ruiner la vie d'une famille ne ressuscitera pas Adama Traoré. Eugénie Bastier, sur cette affaire, sur l'instrumentalisation, la caisse de résonance médiatique qui a été donnée après les événements. Il me semble que cette affaire a pris une ampleur telle parce qu'elle a suivi, les mobilisations en tout cas de la famille Traoré ont suivi suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, et c'est là qu'elle a pris un peu une seconde vie, cette affaire. Et on a plaqué ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd sur cette affaire-là, alors qu'elle n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, Assa Traoré elle-même a changé de discours. Il y avait un très bon portrait dans Libé qui montrait très bien qu'avant l'affaire George Floyd, elle tenait un discours en disant c'était violence policière. Et ensuite, elle avait tout un discours sur le racisme de la police. Elle a voulu raciser cette affaire. Et elle-même a été, elle s'est embrigadée dans cette idéologie-là. Et effectivement, je crois que c'est là l'erreur majeure de cette affaire, c'est qu'on plaque l'histoire des États-Unis et les violences policières qui peuvent exister aux États-Unis sur la France, alors que tout ça n'a rien à voir. Et je crois, je ne connais pas la complexité de cette affaire dans les détails, mais en tout cas, il me semble que ce schéma binaire qu'on applique est absolument faux et délétère. Et encore une fois, vous l'avez dit, et c'est très important de le dire, ça brise des vies au-delà de la vie
perdu d'Adama Traoré tragiquement, ça brise des nouvelles vies. Et au nom du bien, finalement, on balaye encore une fois la justice. Ce que vous avez voulu dire aussi, Erwan Seznag, c'est qu'on a voulu faire des forces de l'ordre, au global, parce qu'on a englobé police et gendarmerie, l'incarnation du racisme d'État. C'est ça ? Tout à fait. Alors il y avait deux gendarmes qui étaient de couleur, d'origine antillaise ou d'origine africaine, parmi les 6 qui ont procédé à l'interpellation. La gendarmerie a choisi de ne pas communiquer là-dessus. Bon, c'était une position noble. Après, on vit à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce que la gendarmerie elle-même ne doit pas revoir ses plans com ? Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est que finalement, tout le monde est perdant dans cette affaire. Parce que, comme me le disait un confrère, pour illustrer le combat nécessaire contre les violences policières, Adama Traoré est peut-être une tragique erreur de casting. Tout simplement parce qu'il n'y a rien eu. Et là, à l'arrivée, le comité Adama ne rendra service à personne. Ni à Virginie, ni à la cause qu'il prétendait défendre. Où est-ce qu'on en est là ? Je le disais, donc 10e expertise médicale. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 10 expertises médicales ? Est-ce qu'elles sont retoquées les unes après les autres, c'est ça ? Pour savoir quelles sont les causes de la mort de ce jeune homme ? Adama Traoré a été inhumé après la 2e autopsie. Donc les 8 autres, en fait, sont des relectures de travaux déjà faits. La 10e en cours ou la 11e, peu importe comment on compte, sauf coup de théâtre extraordinaire, ne renversera pas la table. Donc c'est peut-être le seul point où on est d'accord avec le comité Adama. Cette instruction n'est pas tout à fait normale. Trop lente ? On dira toujours que le temps de la justice, etc. Mais là, non, 11 expertises, il y a un problème. Éric Nolot, sur cette affaire. Oui, moi, c'est une affaire que je suis de très près, qui me passionne parce qu'elle me paraît emblématique à bien des égards. Et ce qui est frappant, c'est que en effet, le comité Adama Traoré, en fait, n'a eu de cesse d'imposer 2 contre-vérités. La première, c'est Eugénie l'a exposé. Adama Traoré, c'est George Floyd. Il n'y a qu'à se pencher même de manière superficielle sur le dossier pour voir que ça n'a vraiment aucun sens. Et puis l'autre, c'est de toute manière, en effet, je fais là écho au titre du livre, les gendarmes sont des assassins et nous n'admettrons aucune autre conclusion. Donc on part de ce présupposé et l'enquête... Et en menaçant qu'il y ait des émeutes, etc., l'enquête doit prouver notre intime conviction qu'il a été assassiné. Donc il y a un déni de justice, et puis toute la mouvance islamo-gauchiste qui soutient Assa Traoré souffle sur les braises pour en faire une arme anti-police, anti-État, et raciser cette affaire qui est dramatique, mais à laquelle on veut faire porter un chapeau trop grand, à mon avis. Je crois qu'on voit bien vraiment le mimétisme et l'envie de ressembler aux États-Unis de la part d'une certaine gauche qui voulait avoir son George Floyd français, qui voulait à tout prix finalement avoir cette victime emblématique qui allait enfin faire bouger les choses, qui allait déclencher une campagne type BLM, Black Lives Matter en France. Et effectivement, vous l'avez dit, erreur de casting, ils ont saisi cette affaire qui n'a strictement rien à voir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de cas effectivement de racisme avéré de la police française et comparable à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je crois qu'on est vraiment dans cette espèce de folie mimétique, induite aussi par ce climat des réseaux sociaux et cette espèce de folie planétaire qui a gagné le monde entier après la mort de George Floyd. Erwan Seznag, vous publiez ce livre « Mon fils n'est pas un assassin », dans lequel vous racontez ce qui s'est passé ce soir-là, d'après les gendarmes, parce que j'imagine que ça c'est le récit des gendarmes. Expliquez-nous, c'est-à-dire que la patrouille se dirige vers la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise et ils s'aperçoivent que Adama Traoré commence à avoir la tête qui tombe, c'est ça ? Oui, c'est un fait divers. Hein. Franchement, là, c'est une pyramide inversée. La base factuelle, c'est ça, et la construction médiatique, c'est ça. Les gendarmes viennent interpeller un dealer, Bagui Traoré, son frère est présent, Adama, il prend la fuite alors que Bagui se laisse arrêter sans problème. Les gendarmes le coursent, ils le rattrapent. Il a piqué 2 sprints par une température de 34 degrés. Il fait un malaise dans la voiture, ils arrivent à la gendarmerie et son cœur lâche. Voilà. Après, je ne suis pas légiste, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais il y a quand même, chaque année, 1000 personnes qui décèdent d'un arrêt cardiaque brutal après un effort physique intense. Ça fait 20 par semaine. Donc, il n'y a pas... Et on a des éléments très solides dans le dossier d'instruction qui montrent que Adama Traoré n'était pas dans une forme étincelante. C'était une force de la nature en apparence, mais l'autopsie a montré qu'il avait une faiblesse cardiaque. On va écouter à nouveau la mère d'un des gendarmes qui a précédé à cette interpellation, Virginie Gauthier. Elle dit à quel point, voilà, elle en a marre, à quel point elle trouve le temps long sur cette procédure judiciaire qui n'en finit pas. Témoignage, écoutez-la. J'en ai marre, ça suffit. Je veux que ça s'arrête. Voilà. Je veux que chacun retrouve la paix, qui que ce soit d'ailleurs. Aussi bien la maman d'Adama Traoré que nous, mais qu'on sache. Ceci, je ne me fais pas d'illusions sur la suite. C'est-à-dire ? Tous les mois de juillet, il y aura une cérémonie parce qu'il aura été assassiné par les gendarmes. Ça restera dans la mémoire collective. Ça fait trop d'années qu'on entend ça. On attend le compte-rendu de la dernière enquête qui a eu lieu auprès des médecins belges.
Et après, voilà. Les médecins belges qui étaient, paraît-il, des gros nuls. Et puis quand ils ont rendu leur premier rapport, ils étaient plus nuls du tout. Donc moi j'attends. Je suis pas forcément sereine, mais j'attends. Je trouve que c'est très long. C'est très long et ça va, quoi. Voilà pour le témoignage de la mère de ce gendarme. Jean-Sébastien Ferjou, sur cette affaire Adama Traoré. Ça m'évoque deux choses. Je trouve ça étrange de la part de la justice, finalement, d'être aussi perméable. Alors la justice n'est pas isolée du reste de la société, mais d'être aussi perméable à la pression médiatique, parce que ça a été dit et expliqué. Cette succession d'expertises, elle n'a en réalité pas beaucoup de sens. Elle ne permettra pas d'éclairer plus la vérité que ce qu'on sait déjà. Donc là, on voit que la justice délibérément essaye un peu de se débarrasser de la patate chaude pour reporter une conclusion à plus tard. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est nous n'avons pas encore véritablement intégré ce que c'est que de vivre dans une société aussi saturée médiatiquement que la nôtre, avec les réseaux sociaux, avec les médias et les prises de parole qui se multiplient. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a la douleur de la famille Traoré qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, c'est toujours une tragédie. On peut évidemment entendre aussi la douleur des familles des gendarmes et des gendarmes eux-mêmes, parce que c'est extrêmement violent d'être désigné comme ça, en quelque sorte un peu à la vindicte populaire. Puis après, il y a nous tous les témoins. Il y a tellement de gens qui font de l'étalage de vertu sur les réseaux sociaux, qui finalement se préoccupent peu de la réalité d'une histoire ou d'une autre. C'est simplement, on s'en empare parce que c'est comme un accessoire de mode ou quelque chose, ou un pins que vous mettriez pour regarder comme je suis une belle personne. Et cette tentation-là, je crois que, on parlait d'éducation un peu plus tôt, il faut aussi que nous nous habituions à savoir réfréner nos propres instincts, vouloir commenter tout en permanence, tout et son contraire, sans savoir toujours de quoi on parle. Parce que là, en l'occurrence, oui, je crois qu'il y avait une erreur de casting et que ce cas-là était tout sauf le bon cas pour éventuellement lutter contre les cas de racisme dans la police ou les cas de violence qui peuvent arriver parfois au sein de la police. Erwan Seznec. Une petite précision sur les réseaux sociaux. Vous avez raison, hein. Mais les phrases les plus dures, les plus cinglantes sur Assa Traoré, je les ai trouvées sur la page Facebook du comité Vérité pour Adama. Quand elle acceptait de porter des chaussures d'une marque très connue qu'on ne peut peut-être pas citer à l'antenne, voilà. Quand elle acceptait de porter un t-shirt de créateur à 450 €, quand elle allait à la Fashion Week pour porter partout le message de la révolution prolétarienne et citoyenne, c'était un torrent d'invectives de son propre camp. Donc les réseaux sociaux, eux aussi, peuvent se retourner contre les gens qui en abusent. Mais il y a quelque chose de plus spectaculaire, c'est qu'il y a eu un aller-retour vers les États-Unis, où elle a été érigée en icône de la lutte contre le racisme. Donc le modèle George Floyd, en fait, est revenu, a fait l'aller-retour des deux côtés de l'Atlantique. Non, je crois qu'on n'a pas mesuré encore, et je pense qu'au fil des années, on reviendra avec recul sur ce moment qu'a été l'affaire George Floyd et la manière dont elle a été réceptionnée dans le monde entier, y compris en France. On sortait du confinement, d'une année de Covid. Après avoir été interpellé par un policier blanc. Voilà, on était en juin 2020, on sortait du Covid. Il y avait, je pense d'ailleurs, on en parlait avec Nathan Dever tout à l'heure, mais la pression de ce confinement, en fait, s'est un peu libérée dans cette affaire George Floyd de façon planétaire. Enfin, il y a quelque chose comme une espèce de décompensation planétaire. Et je me souviens de tous ces gens qui mettaient leur profil noir sur Facebook, sur Instagram. Il y avait une espèce d'hystérie collective. Alors évidemment que ce meurtre était atroce, il n'est pas du tout question de le relativiser ou de dire, mais il y avait une espèce de chacun, il y a une espèce de transe mondiale et l'affaire Adama Traoré s'est greffée à cette folie collective et on a à tout prix voulu la calquer en France, encore une fois, de façon complètement inappropriée. Nathan Dever, votre regard de philosophe sur cette histoire. Alors moi justement, je tiens à le préciser parce que c'est très important. Je connais pas les détails du dossier et comme le disait très justement Jean-Sébastien Ferjou, quand on connaît pas les détails d'un dossier dans une affaire très précise comme ça, il faut pas s'en emparer dans un sens ou dans l'autre. Mais j'aurais une remarque à faire, c'est que il y a peut-être pour étendre à toutes les affaires de violences policières, que ce soit en banlieue, que ce soit dans des manifestations, que ce soit des affaires de maintien de l'ordre, etc., où ça tourne mal. Je pense qu'on peut faire une critique de toute institution, quelle qu'elle soit, notamment de la police, notamment de la gendarmerie, on peut faire cette critique. Mais l'erreur qui peut être faite, c'est quand cette critique, elle est individuée. Ça veut dire quand on s'en prend à tel policier, tel gendarme. Le vrai sujet, à mon avis, c'est un sujet de doctrine, c'est un sujet de méthode de maintien de l'ordre, c'est un sujet de hiérarchie, c'est un sujet de conditions de travail, c'est un sujet éventuellement de formation. On sait qu'aujourd'hui, avec les baisses de budget, il y a moins de formation dans la police, il y a moins de formation dans la gendarmerie. Donc c'est un système, si vous savez, c'est un sujet, à mon avis, de critiquer aussi un environnement de travail. Et si on s'en tient... Et je dépasse l'affaire Traoré, dont je précise, je ne connais pas les tenants factuels et les aboutissants factuels. Mais si on s'en tient à la question de dire est-ce que tel ou tel individu est gentil ou méchant, en gros, si vous voulez, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué et qui est précisément structurel. Erwan Seznec, vous qui avez écrit ce livre, le nom des 3 gendarmes a été jeté en pâture. Enfin, Tout à fait. Ils ont été désignés nommément.
Assa Traoré les a désignés. Assa Traoré les a désignés, leurs noms étaient tagués sur les murs des cités dès le jour de la mort d'Adama, avec des menaces de mort. Ils ont été expiés très 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 rapidement. C'est allé loin. Ils ont eu peur pour leur vie, leurs proches ont eu peur pour leur vie. Aujourd'hui, quelles sont les charges qui pèsent sur eux exactement ? Personne n'est mis en examen dans ce dossier. Au bout de 6 ans, c'est pas commun. Ils sont mis sous le statut de témoin assisté. Et pour le reste, il n'y a aucun élément tangible, indiscuté, qui accréditerait une responsabilité quelconque de la part des gendarmes. Ce qui est encore une forme de déni de justice. Quand je vous parlais de la perméabilité de la justice à la pression médiatique, c'est une forme de déni de justice pour les personnes, pour les gendarmes concernés. Mais il y a un autre mot qu'on a employé, on est passé un peu vite dessus. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la révolution prolétarienne est populaire. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un combat comme on nous l'affiche, contre les violences qui pourraient avoir lieu dans la police ou contre les cas de racisme qui peuvent exister dans la police comme ailleurs dans la société, c'est une volonté de révolution. Parce que le Black Lives Matter aux États-Unis, c'est ça aussi. Il y a le cas de George Floyd, mais derrière le cas de George Floyd, c'est une organisation néo-marxiste. Les fondateurs de Black Lives Matter, ce qu'ils veulent, c'est mettre à bas un système politique. Ça n'est pas faire justice à George Floyd, ou en tout cas pas uniquement faire justice à George Floyd. Et c'est quand même une forme d'escroquerie un peu politique ou médiatique que de faire croire à des gens de bonne volonté. Qui va dire je suis pour le racisme, je suis pour les violences policières? Évidemment que personne ne va, ou j'imagine qu'une écrasante majorité de nos concitoyens ne vont jamais soutenir ça. En revanche, quand on vous vend subrepticement cette volonté de révolution en se gardant bien de le dire, on passe à côté d'une dimension politique majeure de ces dossiers. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait du témoignage de la mère d'un des gendarmes qui publie ce livre « Mon fils n'est pas un assassin ». Elle dit qu'elle a vraiment bondi lorsqu'elle a appris qu'Assa Traoré faisait des conférences à l'éducation nationale, lycée notamment. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit ça montre comment fonctionne la société française. Elle montre la société française et elle montre la capacité qu'on a de pouvoir rentrer dans les failles. C'est-à-dire qu'en fait, là, pourquoi pas dans les lycées. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été là aussi encore un choc. Et puis du coup, on a écrit au ministre de l'Éducation nationale en disant mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Ouais. Et là, il y a une réaction, mon grand plaisir finalement, parce que j'ai enfin été entendue quelque part, au moins là, en disant non, on peut pas les laisser rentrer dans les lycées comme ça, dans les collèges. Bien sûr. Voilà, pour elle, donc, il y avait des conférences, il y avait des interventions d'Assa Traoré dans les lycées et les collèges. Tout à fait. Elles se sont interrompues parce que Virginie a écrit au ministère et que le ministère a pris la question au sérieux. Mais sinon, ça aurait pu continuer assez longtemps, effectivement. Mais c'est Jean-Michel Blanquer, j'imagine. C'est Jean-Michel Blanquer qui a pris le taureau par les cornes et qui a dit ça suffit maintenant. La laisser intervenir, c'est au fond ruiner la présomption d'innocence. Ça veut dire les gendarmes sont coupables, son frère a été tué par des gendarmes assassins, voilà, c'est reconnaître ça. Donc c'est complètement incompréhensible. Elle en a fait combien des conférences ? Elle en a fait plusieurs, on n'a pas le nombre exact, mais ça doit une petite dizaine peut-être. Mais là encore, ça rencontre l'envie de croire. Et on voit bien, c'est pas neutre que ce soit dans l'éducation nationale, parce qu'il y a des professeurs qui ont accepté. On voit bien que oui, nous tous, c'est pas réservé à la gauche ou à l'extrême gauche. Nous tous, nous avons parfois envie de croire à une représentation du monde, et nous nous saisissons de faits dont nous avons l'impression qu'ils la confirment. Résistons quand il y a des individus, on peut avoir tous les débats qu'on veut, encore une fois évidemment, pas des débats d'ailleurs, mais essayer de mettre les choses à jour, comme le disait Nathan Devers, sur la formation, bref, les faits qui peuvent amener à la violence ou au racisme, mais quand des vies d'individus sont concernées, faisons attention à nos projections personnelles, à ces projections idéologiques sur finalement des choses qui nous échappent. Erwan Seznec, quelles sont les prochaines échéances judiciaires ? Est-ce que vous avez une idée de la date, éventuellement un procès, une confrontation ? Aucune idée. Aucune idée. Je vois même pas quel élément pourrait étayer un procès. Je ne sens même parler d'une condamnation. Ça peut durer, ça peut durer encore 1 an, 2 ans. Pourquoi ? Par peur de dire, en fait, il n'y a rien dans le dossier, et par crainte d'émeutes, peut-être par crainte d'émeutes. Peut-être par crainte d'émeutes, et peut-être que les magistrats ou les pouvoirs publics en général surestiment le pouvoir d'influence du comité. Moi, je les ai vus tenter d'aller démarcher dans des cités. Ils faisaient vraiment la retape dès qu'il y avait un fait divers et qu'un jeune avait été tué par la police, pour essayer de mobiliser, de conscientiser, comme ils aiment bien dire. Et à chaque fois, c'était un bide. Ces gens-là ne représentent pas les cités. Ils mobilisent beaucoup quand ils font quelque chose au cœur de Paris, place de la République. Quand ils vont en banlieue, il n'y a personne. C'est pas du tout... En fait, ils ont un discours de maoïstes des années 70 qui ne parle pas du tout à des gens au pied des tours. Donc, ils n'attendent Virginie Gauthier et n'attend rien, en fait. Elle attend juste que cette affaire se termine ?
Elle pour son espère fils. que ça va se terminer, comme elle le dit elle-même, c'est un livre qui n'aura pas dû voir le jour. Et Dernier juste, mot, Eugénie Bastier. Ce 30 gendarme secondes. en question, il travaille aujourd'hui ou il est mis à pied Oui, Romain Fontaine travaille, ses qualités professionnelles sont reconnues, ça le mine évidemment, mais ça va. Merci beaucoup. Mon fils n'est pas un assassin. L'affaire Adama Traoré, la contre-enquête aux éditions Robert Laffont, Virginie Gauthier avec Erwan Seznec. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce punchline ce soir. Dans un instant sur Europe 1, Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous deux, à vous sur nos deux antennes plutôt. Bonne soirée.